1905, parallèlement au conflit russo-japonais, des troubles politiques et sociaux agitent l'Empire russe. La première révolution russe commence le 9 janvier 1905 et aboutit 10 mois plus tard à la promesse d'une constitution. L'évolution économique et sociale du pays avait accru les oppositions libérales, démocrates, socialistes et révolutionnaires au régime tsariste. La fusillade meurtrière du Dimanche rouge à Saint-Pétersbourg le 22 janvier 1905 mit le feu aux poudres. Le régime impérial survécut à cette première attaque d'envergure, mais le mécontentement grandit et l'opposition se radicalisa.
La grève générale d'octobre 1905 réussit à faire céder le régime. Une constitution libérale fut octroyée, mais dans les 2 ans qui suivirent, la contre-attaque de Nicolas II et des conservateurs réduisait à néant les espoirs soulevés par cette révolution. J'aime la marine, Potemkin. Au Royaume-Uni, le 10 décembre 1905, Édouard Grey devient secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Il est issu du groupe dit des Relugas, appartenant au parti libéral impérialiste. Il est hostile à l'Allemagne et se trouve en relation avec les leaders sud-africains comme Lord Alfred Milner, qui n'avait pas apprécié la position allemande lors de la guerre des Boers. Grey ressentait comme d'autres une Allemagne aux ambitions démesurées et au comportement menaçant, un Kaiser de caractère imprévisible et une menace due à sa puissance militaire grandissante. Grey restera à son poste jusqu'en 1916 et à ce titre orientera intensément la politique étrangère britannique pendant toute la période qui précède la guerre. Il mènera une double politique. En public, il réfute l'idée que la Grande-Bretagne ait la moindre obligation de venir en aide à la France, répétant que Londres garde les mains libres. En privé, il agit pour le renforcement de l'entente cordiale et des relations militaires avec la France. Cette démarche va provoquer des incertitudes au niveau français, mais surtout laissera penser jusqu'au bout aux dirigeants allemands que l'Angleterre restera neutre en cas de conflit avec la France. Suite à la crise de Tanger de mars 1905, la conférence d'Algésiras relative à l'empire chérifien du Maroc s'est tenue en Espagne en avril 1906 sous l'égide des États-Unis. Cette conférence fait suite à la confrontation diplomatique entre la France et l'Allemagne. Elle réunit, outre les États-Unis et le Maroc, 11 puissances européennes. L'acte final place le Maroc sous l'observation des grandes puissances européennes en charge de réformer, de moderniser et d'internationaliser l'économie marocaine. La Grande-Bretagne apportera son soutien à la France car, en échange, cette dernière la laisse libre en Égypte. De plus, l'Espagne, la Russie et en particulier l'Italie soutiendront la France contre l'Allemagne. Cette conférence aura pour conséquence de fragiliser un peu plus la triple alliance des empires centraux et d'augmenter le sentiment d'isolement de l'Allemagne. En avril 1906, Alexandre Izvolsky est nommé à la tête du ministère des Affaires étrangères de Russie. Il fut l'artisan de l'alliance entre la Russie et le Royaume-Uni. Après ses études, Izvolsky entre au ministère des Affaires étrangères. Nommé ambassadeur, il est en poste à Rome, à Belgrade, Munich, Tokyo et Copenhague. Il demeure au poste de ministre des Affaires étrangères jusqu'en novembre 1910, puis il sera nommé ambassadeur en France. Izvolsky souhaite que la Russie, affaiblie après sa défaite contre le Japon, ait une alliance en plus de celle avec la France. En 1904, il a rencontré Édouard VII à Copenhague et tissé des liens étroits avec des décideurs britanniques. Son souhait se concrétise, car une entente anglo-russe sera signée le 31 août 1907 à Saint-Pétersbourg. Un autre objectif occupe également l'esprit d'Izvolsky, réaliser une ouverture dans le Bosphore et les Dardanelles afin de permettre un passage en Méditerranée aux navires de guerre russes présents en mer Noire. En 1906 se déclare la guerre dite des cochons, qui fait référence à un conflit économique dans lequel l'Empire austro-hongrois s'oppose à la Serbie. L'Empire impose un blocage des frontières du Royaume de Serbie, interdisant entre autres ses exportations de viande porcine.
Pour gagner un peu d'indépendance économique par rapport à l'Autriche-Hongrie, la Serbie avait décidé de s'ouvrir à de nouveaux marchés, en particulier vers la Bulgarie et la France. En désaccord avec cette démarche, le gouvernement austro-hongrois décide alors de punir les Serbes par des sanctions économiques. La Serbie, qui refuse de s'agenouiller devant Vienne, obtient des prêts de la France pour développer son industrie destinée au commerce international. Elle achète aussi des produits à l'Allemagne et fait pression sur les provinces de Bosnie et d'Herzégovine, administrées par l'Autriche, pour avoir un accès sur la mer Adriatique. L'Empire russe soutient les actions serbes et la tension monte entre l'Autriche-Hongrie et la Russie. Cette crise va jouer un rôle important dans la croissance des relations conflictuelles entre la Serbie et l'Autriche-Hongrie et rapproche un peu plus la Serbie de la France. Mûrissant depuis quelques années dans les esprits allemands, le concept d'encerclement de l'Allemagne devient un slogan national suite aux propos au Reichstag du chancelier Bülow en novembre 1906. Dès lors, l'Allemagne se définissait en état de légitime défense, prête à prendre des initiatives militaires face aux divers rapprochements entre Anglais, Français et Russes. En Autriche-Hongrie, le 18 novembre 1906, Franz Konrad von Hötzendorf, appelé plus simplement Konrad, est nommé chef d'état-major de l'armée impériale. Belliciste de nature, il prône des guerres préventives contre la Serbie et l'Italie. Tenant du darwinisme social, il ne croit qu'au rapport de force entre les humains, à la prépondérance du fort sur le faible et donc à l'impérialisme. En cas de victoire, il préconise d'étendre l'Empire par l'annexion de la Serbie, du Monténégro et de la Roumanie. Il adhère aux idées de Metternich, selon lesquelles l'homme commence au titre de baron, tandis que les intérêts de l'Empire doivent briser les intérêts des nations et des individus. Dans cette vision ultra-conservatrice, l'Empire soutient un rôle économique et colonial avant tout rôle social, les peuples n'étant protégés qu'à la manière dont un bon fermier prend soin de son bétail. Il ne réalise pas que ce mépris des peuples affaiblit l'État impérial en sapant sa légitimité et en ébranlant leur confiance et leur fidélité. Il n'adhère cependant pas aux idées des pangermanistes tenant d'un affrontement entre Germains et Slaves qui séduisait certains des jeunes officiers de son entourage. Durant le XIXe siècle, la Grande-Bretagne et la Russie s'affrontèrent pour combler le vide laissé par le déclin des empires ottomans, perses et chinois. À plusieurs occasions, une guerre semblait inévitable, mais en 1878, les deux pays parvinrent à s'accorder sur leurs sphères d'influence respectives et les tensions restantes furent résolues par la signature de l'accord anglo-russe du 31 août 1907. Une des raisons probables de cet accord fut l'hostilité à l'installation à Téhéran d'une banque et d'une ligne maritime allemande avec la Perse, et donc la venue de l'Allemagne dans cette région. L'accord anglo-russe fit émerger en complément des accords précédemment signés avec la France, la triple entente France-Russie-Angleterre. Par cette entente, la France n'est plus isolée telle que l'avait souhaité Bismarck en 1887. Le 24 juillet 1908, influencés par les révolutions et courants de pensée des pays occidentaux, des révolutionnaires dits jeunes turcs vont déstabiliser et modifier la politique étrangère du sultanat de Turquie. Cela va engendrer des nouvelles ambitions dans la région de la part de pays comme l'Autriche, la Serbie, la Bulgarie et la Russie. La Bosnie-Herzégovine fait partie de l'Empire ottoman avec un droit d'occupation partiel accordé à l'Autriche depuis 1878.
la Turquie des jeunes Turcs envisage de rétablir sa présence dans cette région de son empire. En 1908, un accord majeur occupait l'esprit d'Izvolsky, le ministre russe des Affaires étrangères. S'assurer une ouverture dans le Bosphore et les Dardanelles afin de permettre un passage en Méditerranée aux navires de guerre russes stationnés en mer Noire. À cette fin, profitant des turbulences en Turquie, en septembre 1908, Izvolsky rencontra le baron von Aehrenthal, son homologue autrichien. Ils trouvèrent un accord. La Russie permettait à l'Autriche d'annexer totalement la Bosnie-Herzégovine au détriment des Ottomans et, en échange, l'Autriche donnait son accord d'une modification du traité de Berlin pour une ouverture des détroits à la Russie. Coup de théâtre, le 5 octobre 1908. L'Autriche annonce l'annexion de la Bosnie-Herzégovine sans que la Russie ait encore obtenu la contrepartie attendue, qui d'ailleurs ne dépendait pas que de l'Autriche. Izvolsky, prenant conscience d'une négociation menée maladroitement, mit ça sur le compte d'une trahison de la part de son homologue autrichien. Un peu plus tard, il fut forcé par une médiation allemande d'accepter cette annexion de la Bosnie-Herzégovine et fut injurié par les Russes panslavistes. Ceux-ci l'accusèrent de trahison envers les Serbes, ces derniers estimant que la Bosnie-Herzégovine devait appartenir à la Grande Serbie. Plein d'amertume à l'égard de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, Izvolsky donnera sa démission. En 1910, il sera nommé au poste hautement stratégique d'ambassadeur de Russie en France. L'annexion unilatérale de la Bosnie-Herzégovine du 5 octobre 1908 par l'Autriche-Hongrie marque un tournant très important. Elle modifie en profondeur les relations entre l'Autriche-Hongrie et les autres puissances. Exacerbant les oppositions, elle constitue une des étapes majeures vers la conflagration de 1914. En désaccord avec cette annexion, les Ottomans mettent en place une politique de rétention commerciale, tandis que les Russes tentent d'obtenir des compensations à l'accroissement de la puissance austro-hongroise dans les Balkans. Les Italiens se détournent de la monarchie danubienne, constatant que l'annexion a fermé pour leur pays les voies d'une expansion pacifique dans la région. La réaction de l'Allemagne, placée par son allié devant le fait accompli, est contrastée. Dans un premier temps, Guillaume II qualifie l'annexion de « coup d'éclat de sous-lieutenant » avant de se raviser et d'accorder le soutien du Reich à son allié. Le 9 janvier 1909, Moltke, le chef d'état-major de l'armée allemande, adressera à son homologue austro-hongrois Konrad un courrier lui assurant le soutien allemand si la crise diplomatique se transformait en guerre ouverte contre la Serbie et la Russie. Le gouvernement serbe mobilise son armée, escomptant un soutien de la Russie impériale et refuse de reconnaître l'annexion à la double monarchie. Les responsables de la diplomatie austro-hongroise, quant à eux, souhaitent non seulement obtenir la reconnaissance du fait accompli, mais aussi se voir garantir la mise en place d'une politique de bon voisinage avec la Serbie. Le 8 octobre 1908, 2 jours seulement après que l'Autriche annexe la Bosnie-Herzégovine, des Serbes, dont certains de haut rang, fonctionnaires et généraux, tinrent une réunion à la mairie de Belgrade. Ils fondent Narodna Odbrana, une organisation nationaliste promouvant l'idée d'une grande Serbie, incluant la Bosnie-Herzégovine libérée du contrôle de l'Autriche-Hongrie. Ils entreprennent une intense propagande anti-autrichienne et engagent des espions et des saboteurs pour œuvrer dans les provinces slaves de l'Empire. Des groupes satellites sont formés en Slovénie, Bosnie, Herzégovine et Istrie. Le 9 février 1909, suite aux efforts de Jules Cambon, ambassadeur de France à Berlin,
Un accord économique franco-allemand est signé visant à apaiser les tensions entre les deux pays. Mais c'est sans compter avec les divergences profondes qui existaient en France au sein de la diplomatie, entre les diplomates en poste à l'étranger et les hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères siégeant à Paris. Ces derniers utilisent leurs contacts avec la presse pour saboter tout rapprochement franco-allemand. Le 19 mars 1909, l'Autriche-Hongrie lance un ultimatum à la Serbie suite aux différends sur l'annexion de la Bosnie-Herzégovine. Alors que la Serbie demande à la Russie si elle peut compter sur son appui armé, l'Allemagne, de son côté, lance un ultimatum à l'encontre de la Russie, qui est forcée de s'incliner, car elle est encore trop affaiblie par sa défaite face au Japon. Peu de temps auparavant, le chef d'état-major allemand Moltke avait confirmé à son homologue autrichien le soutien de son pays en cas d'attaque par les Russes. La France et le Royaume-Uni ne s'engageront pas non plus en faveur de la Serbie. Belgrade prend acte de sa solitude et se voit contrainte d'accepter les volontés austro-hongroises. Cette reculade est mal acceptée en Serbie. Une effervescence nationaliste, encouragée par des hauts fonctionnaires pro-russes, saisit alors le royaume ainsi que les territoires austro-hongrois peuplés par des Serbes. De nombreuses sociétés secrètes apparaissent. Parmi ces dernières se trouve la Main Noire, initiée par certains des conspirateurs ayant assassiné le roi Alexandre Ier. Ces sociétés sont plus ou moins liées à des cercles influents du pouvoir de Belgrade. Cet essor des sociétés secrètes n'épargne pas non plus les territoires annexés par l'Autriche-Hongrie. Panslaves, ces structures se regroupent au sein de mouvements appelés Jeune Bosnie, dont les membres développent une mystique du martyre et du sacrifice. Les conséquences diplomatiques de la crise de 1909 déclenchée par l'Autriche-Hongrie sont les suivantes. D'une part, la Russie en sort humiliée et résolue à effacer l'affront subi dès qu'elle aura reconstitué ses forces. Son programme d'investissement militaire déclenche une course aux armements plus active dans toute l'Europe. D'autre part, le succès diplomatique de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie est plus apparent que réel, car elles n'ont pas réussi à briser l'alliance franco-russe. Même si la Russie n'a guère apprécié l'absence de soutien de la France, elle méprise l'Allemagne pour son ultimatum. Enfin, l'annexion de la Bosnie-Herzégovine affaiblit encore davantage la triple alliance en provoquant le mécontentement de l'Italie. Tenue à l'écart de l'affaire, ne recevant aucune compensation de l'Autriche-Hongrie, elle se rapproche alors de la Russie. En échange de son appui diplomatique dans la question des détroits, l'Italie reçoit de la Russie carte blanche pour déposséder l'Empire ottoman de la Libye. Il faut noter qu'en Russie, les conservateurs dont l'influence au pouvoir diminue ne sont pas favorables à un soutien aux Slaves des Balkans. Ils s'inquiètent de constater que les besoins du peuple russe restent insatisfaits. Ils pensent que l'Angleterre manipule les différentes diplomaties pour pousser la Russie à la guerre contre l'Allemagne afin de consolider sa domination sur les marchés mondiaux. À Berlin, le 7 juillet 1909, Theobald von Bethmann-Hollweg devient chancelier d'Allemagne. Bethmann-Hollweg, en tant que second du précédent chancelier Bülow, connaît déjà bien les rouages de l'État et l'empereur pensait que sa personnalité, apte au compromis, permettrait de calmer la situation entre les partis politiques rivaux. De plus, son attitude modérée et le succès de ses derniers conseils donnés à l'empereur font que Bethmann-Hollweg est dans les bonnes grâces impériales. Le 24 octobre 1909, l'accord de Racconigi est signé entre le roi Victor Emmanuel III d'Italie, membre de la Triplice, et le tsar Nicolas II. Il dispose d'une part que si la Russie ou l'Italie venaient à conclure des accords concernant les pays de langue slave avec une autre puissance,
L'autre partie doit également participer à cette nouvelle entente. D'autre part, l'Italie reconnaît que le Bosphore doit être contrôlé par la Russie et, en retour, la Russie reconnaît les intérêts italiens en Libye. Ces accords font suite au mécontentement de l'Italie et de la Russie après l'annexion de la Bosnie-Herzégovine par l'Autriche-Hongrie. En 1910, intervient un changement de règne au Royaume-Uni. Édouard VII fumait habituellement 40 cigarettes et cigares par jour. En mars 1910, le roi se trouvait à Biarritz quand il s'effondra. Le 27 avril, toujours souffrant, il rentre au palais de Buckingham. Le 6 mai 1910, le roi est victime de plusieurs crises cardiaques et décède le soir même. En tant que roi, Édouard VII se révéla bien plus efficace que ce que quiconque espérait, mais il était déjà âgé et n'eut pas le temps d'assumer complètement son rôle. Édouard VII s'impliqua largement dans les discussions sur la réforme de l'armée et soutint la décision de déployer une force expéditionnaire en France dans le cas d'un conflit avec l'Allemagne. Son fils, Georges V, cousin du tsar Nicolas II et du Kaiser Guillaume II, va lui succéder. Alors que depuis des décennies elle occupait le leadership de l'industrie et du commerce mondial, la Grande-Bretagne se voyait à présent rejointe et en passe d'être dépassée par l'Allemagne. En novembre 1910, Alexander Izvolsky, l'ancien ministre des Affaires étrangères russe, est nommé ambassadeur à Paris. Il n'aura de cesse de renforcer les liens de son pays avec la France, allant jusqu'à financer intensément la presse nationaliste française afin d'obtenir une large participation des Français aux emprunts russes. Devenu depuis 1908 farouchement germanophobe et austrophobe, cultivant ses bonnes relations avec le Royaume-Uni, ayant une revanche à prendre contre l'Autriche, il se montrera très actif auprès des décideurs français, en particulier avec le futur président Raymond Poincaré.